Donc on a dressé un bref état des lieux autour de la table sur en gros pourquoi est-ce que nous, lorsqu'on essayait de le faire, ça ne marchait pas. On est à peu près tombé d'accord pour dire qu'en général il manquait de l'information, dans tous les sens du terme, soit de l'information sur la disponibilité des gisements, sur leur nature, soit de la compétence de la part des concepteurs ou des démolisseurs ou des artisans ou des maîtrises d'ouvrage. Que clairement sur le timing et sur la méthode, c'était pas adapté. En gros, aujourd'hui, que c'était lorsqu'on fait du réemploi, c'est difficile, on est obligé un peu de jouer sur l'épaisseur du trait, de faire un peu de marcher sur la corde raide, et que grosso modo, il y avait un travail de sensibilisation à faire autour de tous les acteurs qui participaient à l'acte de construire. Donc les enjeux, évidemment, ça devenait l'accompagnement des maîtrises d'ouvrage d'une part, mais aussi des fois des maîtres d'œuvre. En fait. Il y a aussi des archives, des bureaux d'études qui ne s'y connaissent pas, donc qui nécessitent d'avoir un accompagnement. De trouver comment valoriser l'acquisition de cette information. Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui fait un diagnostic, comment est-ce qu'on fait pour convaincre soit le concepteur, soit la maîtrise d'ouvrage que cette information-là, elle a de la valeur et elle sera utile par la suite ou dans 50 ans lorsqu'on devra déconstruire le bâtiment. Et proposer à un moment un nouveau planning. Donc c'est moche, je n'imagine même pas comment vous pouvez réussir à avoir quoi que ce soit. Mais en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'en partant du projet, il y a un problème dans l'établissement du cahier des charges. C'est-à-dire qu'il y a déjà une volonté aujourd'hui de constituer un diagnostic ressources. Et souvent, il arrive, on fait le diagnostic ressources, et puis lorsque le concepteur arrive et il commence à travailler, souvent le démolisseur est déjà passé. Ou il y a déjà le contrat de démolition qui a été fait avec le démolisseur. Et donc le démolisseur, lorsqu'il arrive et qu'on lui dit en fait le mur, tu ne dois pas le faire tomber comme un bourrin, mais tu dois proprement le déconstruire et le mettre sur une palette, il dit ah non mais moi je fais pas ça, j'ai signé pour 2 semaines et je veux pas. Donc on se dit qu'il y a probablement une articulation un peu différente à trouver entre la constitution la passation du marché des constructions et la constitution du diagnostic ressources. Donc quelque part, est-ce que lorsqu'on fait le projet, il n'y a pas un cahier des charges préliminaire qui doit être fourni avant de faire le diagnostic ressources et avant de passer le marché des constructions? Et en plus, une idée qu'on apportait là-dedans, qui est dans une autre échelle, mais qui est vraiment dans la logique urbaine, dans la vision à long terme sur le renouvellement urbain, c'est ce qu'on imposait des contraintes réglementaires qui mettraient tout le monde sur un pied d'égalité lorsqu'on s'approche sur un nouveau site. De la même façon qu'on a un plan de hauteur, un plan de stationnement, avoir un plan de l'engagement environnemental du projet pour accéder au site. Et ensuite, déterminer précisément à quelle étape vraiment la maîtrise d'œuvre ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage intervient pour accompagner tout du long le projet du commanditaire. Et on va. Donc, merci. Est-ce qu'on... Alors si vous avez des questions, voilà. On peut les poser, ou si vous préférez, on restitue tous. Et après, on fait peut-être un échange. Parce qu'on s'est évidemment posé la question du gisement, mais on s'est douté que vous aviez beaucoup en parler, donc peut-être qu'on peut... Moi je pense, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a l'intervention de Lionel aussi après, donc ça peut être bien qu'on reste sur cette configuration. Tu vas, Simon? Nous, on est parti du... Parce que nous, on avait une entreprise avec nous, donc on est parti du point de vue de l'entreprise. Il dit, moi j'ai des chutes. Et donc on a eu un petit temps où on s'est dit, donc les chutes, elles peuvent trouver des structures qui utiliseraient régulièrement, donc d'autres entreprises ou une classe d'emploi différente, une destination différente pour ces matériaux. Pour aller vers des plateformes, donc on a fait un petit exercice de recensement des plateformes qui seraient aujourd'hui à disposition, pas très loin. Donc on a listé ici des noms, Parfum, Cyclope, Moebius, Primate, il y a un gros projet qui s'appelle Meta. C'est pas mal, ça nous donne peut-être un état de connaissance de ce qui se passe autour de nous, il y a peut-être d'autres choses, ça pourrait être bien de nourrir. On s'est dit, bon, voilà, ça peut être revendu, etc. Donc ça rejoint les plateformes. Il y a une notion qui est intéressante, qui est sortie rapidement, c'est l'ouverture du chantier lorsqu'on fait des chutes de l'atelier régulièrement pour aller leur donner une destination. Donc c'était un premier temps qui était plutôt intéressant puisque lié c'était très matériel en fait. Ça nous a amené un deuxième temps avec un constat qui est qu'en gros sur la question du matériel de l'emploi, de sa circulation, en fait, il y a un manque de connaissances où on n'y pense pas forcément. On parle un peu des filières professionnelles auxquelles on est, dans le monde du bâtiment. Donc on s'est dit, mais alors comment faire pour que ça soit effectivement un peu plus connu. Donc on a parlé du coup de projet pilote,
dire est-ce qu'il ne faut pas faire des précédents ou s'ils existent en parler. Et donc on a eu un beau temps de discussion sur le rôle des territoires, donc des collectivités, et sous-jacent de la question de la volonté politique. Donc est-ce que le politique ne doit pas aujourd'hui impulser un peu plus la démarche de remploi dans les projets pour derrière une mécanique qui s'y pose. On s'est aussi rendu compte qu'effectivement, du point de vue européen, il y a des incitations fortes, mais en France, ce n'est pas forcément le cas. Il y a pour continuer, c'est ce qu'on s'est dit à la fin avec Lionel participer, si on a une incitation politique par le biais de règles toutes simples sur le territoire, ça pourrait booster une filière et derrière un secteur privé qui va s'organiser et innover. Ça, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. On a bien dit que ce n'était pas au public d'organiser une filière, mais bien une filière de développer des choses et d'innover en fonction de l'incitation politique, l'incitation de part du public. On s'est aussi dit que peut-être qu'il fallait recenser les chantiers de démolition, les futurs chantiers de démolition, à travers peut-être les permis de démolir qui passeraient, ou dans les projets en rue, ou en fait utiliser les outils et les politiques en place pour identifier ce qui se passe, ce qui pourrait se passer sur le territoire. On a identifié un problème, c'est la question de la temporalité entre le moment où on a besoin d'un matériau ou le moment où on identifie un matériau qui pourra aller on ne sait pas où. Et du coup, essayer de faire le lien entre ces différents temps pour sécuriser les initiatives de réemploi. On s'est dit qu'en fait aujourd'hui, entre celui qui est un lieu qui a potentiellement un matériel d'emploi ou un concepteur qui veut prescrire du réemploi, on n'est pas dans une démarche, on n'est pas dans la certitude. Donc il y a à la fois la notion de rentrer dans un réseau et dans un système qui pourrait rassurer ces démarches. Et de l'autre côté, on a aussi évoqué le fait qu'il y avait peut-être un besoin de formation, un besoin d'avancer professionnellement, de créer on sait qu'on va créer l'emploi, et peut-être aller plus loin en disant c'est des nouveaux métiers, il faut aujourd'hui peut-être en profiter pour les pousser. Parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'autour de la table, on n'avait pas forcément beaucoup de connaissances sur le sujet. Il y en a certains qui étaient plus ou moins avancés que d'autres, mais au final, on a besoin d'avoir un peu plus de connaissances sur cette filière renaissante. Vous avez des choses à ajouter, il ne faut pas de table. Merci Simon. Ça permet d'enchaîner pour notre groupe. Nous, on va restituer à deux. Ouais. On a décidé de faire un binôme. Quelle note? Très bien. Je vais juste introduire. Nous, notre table, on a plutôt travaillé sur la question du réemploi au service de l'insertion professionnelle. Postulat de départ. On s'est aperçu rapidement autour de la table qu'il y avait quand même le monde privé et le monde de l'ESS, donc deux regards qui à un moment donné n'est pas le même, donc le postulat n'est pas le même. Et il y a une question d'ailleurs qui avait été posée, c'est comment rendre plus facile pour le monde de l'ESS l'accès au réemploi, parce que c'est très vaste et c'est pas toujours évident, on a chacun nos réalités. Et donc du coup pour démarrer, l'idée c'était qu'on avait décidé de se dire, pour essayer un peu de créer une union dans le groupe, c'était de s'accorder quand même à la fois sur nos motivations à être présents, sur la définition de l'insertion et de la réinsertion, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans ces termes-là. Donc il y a eu un temps qui a été donné aussi pour donner la bonne définition de la terminologie. Et ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. On est parti des problématiques de déchets en France, il y a 70% qui viennent du BTP. On s'est dit, ouais, ça c'est énorme. Et ça tombe bien, c'était le sujet. Et après, tout à l'heure, c'est Lionel qui nous a dit qu'ils arrivaient à peu très bien à mailler en Belgique tous les gisements. Enfin, chez vous, vous arrivez à vous débrouiller. En Hollande, vous commencez. Dans le nord de la France, vous commencez aussi. Mais en gros, on avait compris qu'il y avait une problématique de maillage. Et donc demain, on proposait un nouveau métier qui était un peu le chasseur de site
le diagnostiqueur de matériaux, le chasseur de matériaux, on n'a pas encore trouvé de truc. Et ça répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, à cette problématique d'identification des projets à déconstruire et d'identification des matériaux dans ces projets de déconstruction à répertorier, à classifier et à évaluer. Et volontairement, on a, nous, extrait toutes les contraintes. On n'a pas pris en compte, parce qu'autour de la table, tout de suite, on s'est dit, il y a ci, il y a ça, etc. On s'est dit, non, on invente le métier, et effectivement, en faisant, on se rend compte qu'il y a des contraintes qu'il va falloir lever, et on a joué le jeu de dire qu'on ne parle pas de contraintes. Donc vous ne nous entendrez pas dire, pour faire tel truc, il y a telle contrainte, contrairement à d'autres sur les autres tables où ces contraintes-là, mais finalement, tout est lié. Voilà. On les a notées quand même. Et donc, le nouveau métier qui est diagnostiqueur, donc ces tâches, on est parti vraiment sur le côté pratico-pratique, c'est qu'est-ce qu'on lui dirait ce serait quoi les tâches à réaliser pour pouvoir diagnostiquer, et on a listé un certain nombre de tâches à réaliser qui pourraient peut-être demain être une nouvelle activité qu'on pourrait proposer dans le domaine de l'insertion. C'est un sourcier de matériaux. Ouais, alors même plus que ça, c'est un Sherlock Holmes qui doit passer par les projets nationaux, les projets territoriaux. Et puis il peut aussi aller voir directement des maires pour leur dire, mais ce bâtiment, puisque un peu comme un agent immobilier qui vous fout les trucs dans votre boîte aux lettres. En fait, il peut être juste que ça, quoi. Ça peut être une personne tout seul, comme le diagnostiqueur le nouveau métier, le diagnostiqueur d'énergie, le gars qui regarde chez vous si c'est bien isolé, qui vous dit c'est A, B, C. On pourrait imaginer ce genre de métier. Et du coup, il doit faire le travail sur la matière et aussi le travail historique. Parce qu'on détruit un bâtiment qui a une vie, qui a une histoire, et grâce à ça, on va donner naissance à un nouveau bâtiment. Et donc, on peut avoir la matière pour raconter l'histoire au promoteur qui va pouvoir comprendre pourquoi il doit mettre plus de sous, plus de temps, parce qu'il a l'histoire qui va avec et qui lui facilite le boulot auprès de ses clients, quoi. Enfin, c'est peut-être un fantasme, mais on se dit que ça peut aider, quoi. Du coup, ce qui est important, ce qui est ressorti par rapport à ce travail de diagnostiqueur, c'est de repérer, d'avoir connaissance des sites en chantier, ou en tout cas en vue de démolition, d'avoir contact au préalable avec des repreneurs susceptibles, en tout cas la constitution aussi du stock ou pas, ça dépend des chantiers, le repérage des matériaux. Donc là, tu parlais du travail historique à faire en amont et de vouloir absolument raconter une nouvelle histoire. C'est comment donner aussi surtout envie aux futurs partenaires avec qui on pourrait travailler sur des nouveaux projets. Diagnostiquer l'extraction, la qualité, la disponibilité et la quantité. Et surtout, faire un rapport systématiquement et au plus tôt. Faire un rapport avec la demande et les besoins qu'on peut repérer. Voilà, le métier de diagnostiqueur chez nous. Ouais. On a fini. Merci. Très bien. Ok. Donc on va laisser la parole à Lionel. Merci. Merci à toi. Super, mais moi je veux déjà vous féliciter pour le travail accompli. Enfin, je trouve que c'est génial le type de rencontre qu'on a eu cet après-midi avec le genre d'acteur que vous êtes. Je pense que c'est vraiment fondamental. Ça, c'est bravo au collectif Crado d'avoir mis ça en place. Mais bon, je vais jouer mon rôle ici, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai un tout petit peu l'impression, quand j'ai vu le tour des tables, d'avoir ressenti des symptômes d'un syndrome qui est bien connu en psychologie, qui est celui qu'on accepte, on imagine que la situation qu'on a connue quand on avait 20 ans, c'est la situation pérenne, et que le monde a toujours été comme il était quand nous avions 20 ans. Et donc il y a plein de choses, plein de réalités dans le secteur du bâtiment que nous on accepte comme évidentes et qui en réalité ne le sont pas du tout. Et qu'on a un peu du mal à remettre en question, et c'est pour ça que j'ai l'impression que la perspective historique parfois elle permet de voir les choses autrement, et en particulier dans le secteur du réemploi, je pense que cette perspective historique elle est vraiment importante
ne fût-ce que pour voir qu'on n'a jamais été aussi peu vertueux qu'aujourd'hui. C'est vraiment la catastrophe absolue. Tous les meilleurs exemples de durabilité dans le bâtiment viennent du passé. Il n'y a pas un bâtiment du XVIIIe siècle qui n'est pas 300 fois plus vertueux que le bâtiment qui se déclare vert aujourd'hui. Donc c'est une petite réflexion. Mais dans cette inertie, il y a aussi l'idée, il y a aussi le fait que, et ça j'ai un tout petit peu ressenti pendant les tables rondes, chacun se cantonne à son rôle. C'est-à-dire qu'il y a les opérateurs du secteur de la construction aujourd'hui qu'on connaît bien, c'est la maîtrise d'ouvrage, ce sont les architectes, ce sont les ingénieurs conseils, ce sont par exemple les métiers cadres dans l'ESS, enfin, l'économie sociale et solidaire, et chacun se dit voilà, comment est-ce que à partir de mon métier je vais pouvoir intégrer le réemploi dans mon mode de fonctionnement, alors que j'ai l'impression, et justement vous avez bien introduit la chose, ce qu'il nous faut probablement c'est toute une série de nouveaux métiers qui n'existent tout simplement pas encore, ou qu'il va falloir inventer, et je pense que votre proposition est un bon premier pas. Mais j'ai l'impression que là, justement, le métier d'aller faire des inventaires, c'est clairement un métier qui est à développer. Je suis sûr que dans 10 ans, il y aura des centaines de professionnels en France qui ne feront que ça. Maintenant, je pense par contre que combiner ça à l'ESS, c'est pas évident. Et je pense que c'est un métier hyper exigeant qui demande des années et des années d'expérience et qui probablement pourra se faire dans un contexte où il est convenablement rémunéré aussi et donc pas nécessairement dans un contexte économique social. Et donc ça, je pense que c'est d'office un métier qui va surgir. C'est quelqu'un qui peut screener un bâtiment et qui peut tout de suite dire voilà, ça et ça, peut renvoyer aux filières existantes. Un autre métier, ce sont les équipes de démantèlement, justement. Ce sont les entreprises qui viendront faire, non pas une démolition, mais une déconstruction sélective, peut-être. Ça peut toujours être en combinaison. Nous, quand on démantèle un bâtiment, on ne démantèle jamais tout. On passe à un premier coup, et après, il y a une entreprise en démolition plus classique qui vient. Donc ça, c'est un deuxième type de métier. Il y a les métiers qui peuvent être concomitants, mais les métiers de la remise en état et de la revente de ces éléments. Donc tout le travail de nettoyage, réparation, tri, documentation, mise en ligne, vente. Tout ça, c'est un groupe de métiers aussi. Ce sont les revendeurs Opalis, mais il y a sûrement moyen d'aller encore plus loin. Il y a les ingénieurs conseils qui doivent intégrer le réemploi dans leur mission. Il y a, en ce qui nous concerne, des lobbyistes. Enfin, le lobby du réemploi doit être complètement inventé. Et donc, dans 10 ans, vous verrez des gens qui sont salariés, qui se baladeront en costume 3 pièces à Bruxelles, qui auront un appartement hyper cher et qui ne feront que ça, faire du lobbying pour le réemploi. On espère en tout cas que ça va surgir. Et donc, ça c'est un premier constat. Il y a tous ces métiers à développer et je pense que ça demande aux gens de sortir de leur catégorie mentale concernant les professions. Je pense que la réflexion a été faite à la fin qu'il faut bien distinguer les rôles à assumer par le secteur public, par le gouvernement, et puis il y a le rôle du privé. Et je pense qu'il faut compter sur une espèce de dynamique du secteur économique privé pour aller remplir ces rôles. Donc si vous créez un contexte économique qui est favorable au lancement d'entreprises qui feraient par exemple du démantèlement et de la revente de matériaux de construction, ces entreprises vont spontanément surgir. Il ne va pas falloir les créer soi-même, ça ne doit pas se faire dans l'ESS nécessairement, ça va juste se passer spontanément. Et évidemment c'est aussi un travail au niveau des écoles, au niveau des formations, au niveau de l'exposition des jeunes à ces métiers-là, mais ce n'est pas la responsabilité des gouvernements d'aller créer des entreprises. Ce serait un hybride monstrueux, comme dirait Jane Jacobs. C'est le genre de choses qu'il faut éviter de faire. Donc ça, c'est par rapport à ça.
au niveau de l'inertie, j'ai l'impression que quand nous, on avait 20 ans, on avait tous l'impression que le monde était grandement facilité par l'usage des technologies nouvelles. Et on projette cette idée encore toujours sur le monde présent. Donc enfin, chez Rotor en général, on a l'impression qu'il y a énormément d'attentes qui sont formulées quant à l'usage des technologies de l'information par rapport à la question du réemploi. Et donc, ça remet un petit peu dans ce schéma-ci l'idée qu'une plateforme magique viendrait résoudre les problèmes de circulation des matériaux. Mais dans des plateformes comme ça, nous on a une database, un fichier Excel, où on reprend toutes les databases qu'on a déjà identifiées de ce type, qui promettent d'organiser la circulation de matériaux sur un territoire. Et je pense qu'on est à une trentaine de databases pour l'Europe de l'Ouest. Et à ce que nous sachions, aucune de ces databases n'a encore effectivement fait circuler des centaines de tonnes de matériaux. Ce qui fait circuler ces centaines de tonnes de matériaux, ce sont des opérateurs, pas des plateformes. C'est-à-dire des entreprises qui sont capables d'aller sur les chantiers, de démanteler les matériaux, de les transporter, etc. Donc je pense qu'il faut évidemment la mise en ligne permet plein de choses qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans. Nous, pendant le Covid, par exemple, on a pu continuer à vendre des matériaux démantelés et de les envoyer par la poste, alors que nos magasins étaient fermés. C'est parce qu'on a un web shop. Et ça, c'est grâce à Internet. C'est possible. Mais ce n'est pas non plus la panacée. Il y avait encore toujours des opérateurs, des ouvriers qui mettaient les choses en boîte. Il y avait toujours des camionneurs qui allaient transporter les colis, etc. Donc, un site web qui recenserait tous les matériaux démantelables à Roubaix, par exemple, ne déplacerait pas la moindre brique. Ça, il faut se le dire quand même aussi. Donc, c'est une petite réflexion. Et alors, je pense que quand on parle des nouveaux métiers, etc., je pense que je ne vais pas démentir l'idée qu'il y a de la place pour des employés qui sont bassement qualifiés, par exemple. Et donc, les promesses de mise à l'emploi, elles sont réelles. Mais ça ne va se faire que si on a ce qu'en anglais on appelle les silver workers, enfin les travailleurs argentés, c'est-à-dire des gens qui ont une série de compétences assez larges et qui savent passer du théorique au pratique, qui maîtrisent les outils, qui maîtrisent les machines et qui savent vraiment accompagner cette transformation. Et ça, je pense qu'en général, on a beaucoup plus besoin d'intellectuels qui savent mettre la main à la pâte et qui savent retourner à la table de dessin et faire ce lien de l'un à l'autre, et qui déjà maîtrisent complètement toutes les questions techniques du bâti sur le terrain, et pas derrière un mur, mais vraiment sur le terrain. Ça, c'est un constat. Et la question de comment est-ce qu'on arrive à faire travailler, j'en parlais tout à l'heure avec Sora, comment est-ce qu'on arrive à faire travailler des gens qui ont toutes ces compétences-là dans un contexte de démantèlement où probablement ils toucheront un salaire qui est la moitié de ce qu'ils pourraient toucher ailleurs, c'est en créant des postes de travail qui font complètement sens d'un point de vue éthique. Et ça, l'économie circulaire et le réemploi le permettent. L'impact environnemental du réemploi est tellement grand que c'est hyper gratifiant pour les salariés qui travaillent dans ce secteur-là, à condition d'avoir des bonnes conditions de travail, mais aussi de comprendre exactement ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de contribuer. Et donc je voulais terminer avec ça, c'est que on est dans un contexte de crise climatique féroce, où l'Europe met en place des Green Deal, où il y a des promesses de réduction des émissions de CO2 qui sont drastiques. Je pense qu'on parle maintenant de 55% d'ici 2030. Et donc quand on se plaint du fait qu'il n'y a pas de bras de levier très concret au niveau justement des autorités publiques locales, il faut invoquer justement ce Green Deal, il faut invoquer les documents dont je parlais tout à l'heure et dire voilà très concrètement comment on va faire. Et les réductions d'émissions de CO2, ça se fait en effet en isolant les bâtiments, mais comme j'ai indiqué aussi en utilisant des matériaux de réemploi. Et l'impact à ce niveau-là, il peut vraiment être énorme. Et je pense que vous devez vraiment jouer cette carte-là pour pousser le réemploi. Et donc c'est ça qui va permettre
de passer de principes généraux à des mesures très concrètes sur le terrain. Tout à l'heure, ici, à cette table-ci, j'évoquais l'exemple de la ville de Portland aux États-Unis, qui est une espèce de fer de lance ou de ville pionnière au niveau du remploi. Là, ils obligent les entrepreneurs en démolition, lorsqu'ils démolissent toute maison de avant 1915, de procéder à un démantèlement brique par brique de la maison. C'est juste une obligation. Des mesures simples, avec un impact énorme au niveau des tissus économiques locaux. Et ça permet de booster les opérateurs qui font la réparation de briques. Et c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.